Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Omnibus Fantastic Four par Waid et Wieringo, paru chez Panini Comics et disponible au prix de 80€. Les épisodes inclus dans cet omnibus ont été publiés initialement à peu près à la même époque qu'Ultimate Spider-Man, c'est-à-dire début des années 2000, et accessoirement, si vous avez aimé la série de Bendis sur Spider-Man, je pense que les Fantastic Four de Waid peuvent également constituer un bon point d'entrée dans l'univers des FF. Il ne s'agit pas d'une réalité alternative comme pour Ultimate Spider-Man, mais il n'y a pas pour autant besoin de connaître énormément de choses sur les 4 fantastiques pour entrer dans l'histoire, et celle-ci se suffit plus ou moins à elle-même. On ne démarre pas non plus, comme pour l'Omnibus FF de Byrne, par la fin d'un arc, donc c'est assez user-friendly comme lecture, je dirais. Le changement de numérotation que vous pouvez observer dans le sommaire est purement artificiel et commercial, N'y prêtez pas attention, à la rigueur, il s'agit bien ici de la série historique Fantastic Four, et si cet omnibus a un petit peu moins de pages que son homologue américain, c'est tout simplement parce qu'en VO, ils ont mis l'épisode 500, donc celui dans lequel Marvel a décidé de revenir à la numérotation historique, dans sa version standard, et dans sa version Director's Cut qui comporte quelques pages en plus. Autre différence par rapport à la VO, le dos est, comme d'habitude avec Panini, noir, alors qu'en VO, il est blanc. Et sincèrement, si avec la variante cover disponible uniquement auprès de Panini, ils avaient mis un joli dos bleu, par exemple, je pense que même moi, j'aurais craqué, quitte à le recevoir un petit peu plus tard. D'un point de vue technique, cet omnibus est assez agréable, pas trop gros, avec assez peu de gutter loss. Il se manipule facilement et tient bien ouvert, aussi bien au début qu'à la fin, sans que l'on ait besoin de tenir les pages en permanence. Il y a également quelques petits bonus, mais rien de transcendant non plus. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il vaut ce run ? Je crois qu'il est très apprécié des fans, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas franchement un de mes préférés, et autant vous dire que l'on est assez loin, je trouve, du niveau de John Byrne, y compris au niveau de l'écriture. Alors attention, ça reste très agréable à lire, je dis pas le contraire, et plus fluide, puisqu'il n'y a pas les tartines de texte qu'on se coltinait à l'époque, mais pour le reste, il y a quand même pas mal de choses à redire. La plupart des épisodes sont dessinés par Wieringo, qui a un style qui plaira ou pas. Ce n'est pas un style que j'affectionne a priori particulièrement, mais globalement, ça passe assez bien, et une fois de temps en temps, ça ne me dérange pas de sortir un peu de ma zone de confort. Après, je dois avouer que le côté un peu cartoon et presque jovial des dessins, ça marche bien la plupart du temps, mais lors des passages les plus sombres du récit, et il y en a, comme par exemple l'arc avec Fatalis, je trouve que ce n'est pas forcément ultra approprié, et du coup on y perd un peu en immersion. Je ne sais pas si c'est plus ou moins lié inconsciemment, mais autant j'aime bien la représentation graphique que fait Wieringo des 4 fantastiques, autant celle des grands méchants iconiques que sont Fatalis ou Galactus, perso, ça ne me viendrait pas à l'idée de citer Wieringo dans les meilleures représentations graphiques de ces personnages. Au niveau de l'écriture, on va bien évidemment retrouver certaines thématiques récurrentes des 4 fantastiques, les accrochages plus ou moins bon enfant entre Ben Grimm et Johnny Storm, le côté un peu drama familial, surtout présent, il faut dire, sur l'arc Fatalis, les enfants par la suite seront un peu laissés de côté, le génie à géométrie variable de Reed Richards, selon que ça arrange le scénariste ou pas. Alors, petite alerte spoil, soigner Ben Grimm, impossible, réparer le visage de Reed Richards, là encore impossible, par contre, ressusciter Ben Grimm, alors vraiment aucun souci. Alors, la suspension d'incrédulité sera ici votre meilleur ami, et il vaut mieux accepter la balade sans trop vous prendre la tête, ou chercher la petite bête, mais le plus gros point faible à mes yeux de ce run, c'est surtout le sort réservé par Waid à la femme invisible, donc Susan Richards, mon personnage préféré de l'équipe, qui fait très souvent dans ces épisodes figure de pot de fleurs ou de passe-plat, afin de mettre en valeur les autres personnages, masculins évidemment, et je trouve assez fascinant de voir que le run de John Byrne, écrit pourtant 20 ans auparavant, était nettement plus moderne à ce niveau-là que celui de Waid. Il n'y a quasiment pas un épisode dans lequel elle est mise en valeur. Dès le début, elle intervient afin de responsabiliser son frère en lui donnant les clés des finances de l'entreprise familiale, et on se doute très vite qu'il va s'en sortir avec les honneurs, et que c'est elle qui, au final, passera pour la sœur un peu pénible,
Et là, on voit vraiment qu'il y a l'air d'y avoir un léger souci avec ce personnage. C'est sur la fin du run, puisque, léger spoiler encore, mais il se trouve que Galactus débarque et que le pouvoir d'invisibilité de Suzanne semble être la clé pour en finir une bonne fois pour toutes avec Galactus. Donc là, tu te dis, ça y est, il va enfin y avoir son moment, 2 épisodes centrés sur elle qui vont la mettre en valeur, et pas du tout. Qu'est-ce que fait quasiment immédiatement Wade ? Il transfère les pouvoirs de Suzanne à Johnny, qui va devenir le focus de cet arc. Alors, j'ai pas besoin de demander à Wade quel personnage il aime le moins. Après, au niveau des histoires, il y en a d'excellentes, comme la confrontation avec Fatalis, qui est plus machiavélique que jamais, et tout ce qui s'ensuit. C'est toujours intéressant lorsque les super-héros essayent en quelque sorte de fournir le service après-vente, et ne se contentent pas de dire « Ok, on l'a battu, maintenant démerdez-vous ». Pour les plus sentimentaux, vous avez aussi un chouette hommage aux 2 créateurs des 4 Fantastiques. Non, je ne sais pas si c'est moi qui ai l'esprit un peu mal tourné, mais j'y ai vu quand même une légère pique à l'égard de Stan Lee. Mais ensuite, force est de reconnaître que vous avez aussi des arcs qui sont tout simplement moyens, comme par exemple celui avec le sorcier, ou encore l'espèce de team-up Human Torch Spider-Man. Je ne sais pas si c'est que je suis trop vieux, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était écrit pour des enfants, en plus de ne pas être très drôle. Bref, comme vous le voyez, je ne suis pas de l'enthousiasme débordant, même si j'ai quand même globalement passé plutôt un bon moment en lisant cet omnibus, mais peut-être aussi qu'on me l'avait un peu survendu, et que s'il y avait eu moins de hype autour de ce run, j'aurais été plus indulgent. Disons que s'il y avait une édition disponible avec seulement les arcs Appel des Ténèbres et Coup de Force, je pourrais clairement m'en contenter. En tout cas, ce qui est cool, c'est de constater que, malgré l'absence de films ou de séries Fantastic Four, Panini n'hésite pas à sortir pas mal de choses sur les FF, puisque l'on a eu droit aux 2 omnibus John Byrne, à cet omnibus Wade Wieringo, et qu'en mars, on aura également droit aux New Fantastic Four en Epic Collection, avec Arthur Adams au dessin, Spider-Man, Wolverine et Hulk, ainsi que les omnibus Fantastic Four par Hickman, que je prendrai probablement aussi puisqu'ils sont épuisés en VO, même si je sais d'avance que je vais probablement encore râler à cause du dos tout moche. Voilà, je vais en rester là pour cette semaine. Allez, à plus!